Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous. Au sommaire de cette édition, après le drame du marché d'Agoy à Siéyi, le gouvernement continue de prendre des mesures pour accompagner les sinistrés. Après les mesures logistiques, des mesures financières ont été annoncées. Les précisions dans ce journal. Puis les forces armées togolaises ont présenté ce samedi leur rapport annuel. Ils ont réaffirmé leur engagement à relever les défis sécuritaires. On y revient. Au-delà de nos frontières, la Zambie est confrontée à une épidémie de choléra qui a causé des centaines de morts et touché des milliers de personnes. Malgré les annonces des autorités fin décembre sur le renforcement de la campagne sanitaire, les médias locaux rapportent 351 décès et près de 9000 cas dans tout le pays. Puis en Tunisie, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées pour commémorer le 13e anniversaire de la chute de Ben Ali. Les participants ont fait part de leurs inquiétudes concernant un recul démocratique et une répression ciblant les partis politiques et les associations. Voici donc tout pour les titres. Place au développement. Rebonsoir à toutes et à tous. Les forces armées togolaises FAT ont présenté le rapport annuel au président Ouattara ce samedi. Malgré les défis sécuritaires de l'année précédente, les FAT demeurent engagés à assurer la stabilité au Togo et dans la sous-région. Plus de détails avec Afzal Gandé et Félicité Chapla. Les forces armées togolaises ont présenté samedi dernier à Kara le rapport annuel de leurs activités pour l'année 2023 au président de la République. Cet événement crucial a permis de faire le point sur les initiatives et les performances des forces de défense du pays au cours de l'année écoulée. Le dit rapport met en avant les efforts déployés par les forces armées pour assurer la sécurité nationale. Il souligne notamment leur engagement dans la lutte contre le terrorisme, les activités de contrebande et d'autres menaces potentielles. Les résultats obtenus témoignent de la détermination des forces armées togolaises à maintenir la stabilité dans la région. En effet, la principale menace est celle posée par les groupes terroristes venus du Burkina Faso qui attaquent la région septentrionale. Le Togo a entrepris des efforts de modernisation de ses forces armées au fil des années, notamment en acquérant de nouveaux équipements et en investissant dans la formation de son personnel. Notons que la présentation du rapport annuel des forces armées togolaises à Kara a été l'occasion de mettre en lumière les réussites et les défis auxquels sont confrontées les forces de défense du pays. Cette initiative souligne l'engagement du FAT à assurer la paix et la sécurité tant au niveau national que régional. Pour rappel, le grand rapport des forces armées togolaises est une rencontre annuelle des officiers autour du président de la République, chef des armées. La haute hiérarchie militaire y consigne un regard rétrospectif sur les missions accomplies au cours de l'année et envisage les nouvelles stratégies pour l'accomplissement des missions à venir. Le Togo se prépare à ratifier l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les subventions à la pêche, une étape clé vers une pêche durable. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts du pays visant à réduire la surpêche et à faciliter la création de nouveaux emplois dans le secteur de la pêche. D'autres précisions avec Gloire Lodonou et Bernard Canvi. Le Togo se prépare à ratifier l'accord de l'Organisation mondiale du commerce OMC sur les subventions à la pêche. Cette décision, autorisée par l'exécutif lors du Conseil des ministres du 10 janvier 2024, vise à renforcer les efforts du pays pour réduire les subventions nuisibles à la pêche et protéger les stocks mondiaux de poissons. L'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche vise à limiter les subventions gouvernementales qui contribuent à la surpêche, à la surcapacité et à la pêche illégale. Il s'agit d'un pas important vers une pêche durable et responsable. Le Togo a déjà mis en œuvre plusieurs politiques de pêche et d'aquaculture. En mai 2023, le pays a ratifié la Convention internationale pour la convention de certaines espèces de l'Atlantique. Cette convention soutiendra la stratégie du pays pour développer la pêche industrielle du thon, favorisant ainsi la création de nouveaux emplois.
En effet, le Togo s'engage résolument dans la voie de la durabilité et de la protection des ressources halieutiques. Le Togo renforce la sécurité maritime avec la création d'une unité nationale de garde-côte. Cette initiative vise à surveiller l'espace maritime, renforcer la coopération régionale et faire face aux défis complexes tels que la piraterie et la protection de l'environnement marin. Plus de détails avec Harold Messon-Attan. Dans un effort pour améliorer la sécurité maritime, le Togo s'apprête à établir une unité nationale de garde-côtes. Cette initiative, faisant suite à la validation de procédures opérationnelles standardisées en mai 2022, vise à renforcer la lutte contre la criminalité en mer. Cette unité, nouvellement créée, aura pour mission d'assurer une surveillance constante de l'espace maritime togolais et de renforcer la coopération avec les nations voisines. Ces mesures sont cruciales pour protéger les 55 km de côte du pays, ainsi que le port stratégique de Lomé. Depuis le sommet sur la sécurité maritime en 2016, le Togo a intensifié ses efforts, notamment avec la condamnation de pirates en juillet 2021. Récemment, le navire de l'US Coast Guard, le USCGC Spencer, a visité Lomé pour des échanges professionnels et des exercices visant à renforcer la sécurité maritime, soulignant l'importance de la coopération internationale. L'unité togolaise de garde-côte contribuera à l'amélioration de la coordination interadministration et de la coopération régionale, essentielle pour la protection des eaux togolaises. La sécurité maritime au Togo est confrontée à des défis complexes tels que la piraterie, les questions économiques et alimentaires, la coordination interadministration, la coopération régionale et la protection de l'environnement marin. L'engagement du Togo à lutter contre ces défis démontre sa détermination à assurer une sécurité maritime complète et à protéger ses eaux territoriales. Et puis le gouvernement continue de prendre des mesures pour accompagner les sinistrés du marché d'Agué-Assiyeye. Après les dispositions logistiques, des dispositions économiques viennent d'être annoncées au travers d'un communiqué du gouvernement. Au lendemain des incendies qui ont ravagé le marché d'Agonivé, depuis la présidence jusqu'aux autorités locales, des dispositions se prennent pour soulager les commerçants et les aider à se relever dans leur commerce. Avant la reconstruction du marché, un autre site a été aménagé pour accueillir les commerçants. Cependant, les contraintes d'installation font que la vie a de la peine à s'installer. Le 11 janvier dernier, une autre kyrielle de mesures ont été prises en faveur des commerçants. Il s'agit surtout de mesures d'accès au crédit. Le gouvernement a décidé d'un moratoire d'1 an sur le remboursement des encours de crédit à compter de la date du sinistre. Et pendant ce temps, le gouvernement met en place un crédit relais à taux 0% pour faciliter la reconstitution de leurs capitaux. Pour toutes les victimes, le programme Assurance du Fonds national pour la finance inclusive FNFI est étendu exceptionnellement à 50%. Quant aux bénéficiaires du programme FNFI, le programme Assurance est étendu à 100%. Par ailleurs, pour tous les services financiers décentralisés intervenant sur le marché, un guichet de refinancement sera ouvert. Dans la sous-région ouest africaine, le cancer se positionne comme la deuxième cause de mortalité dans les hôpitaux après les maladies cardiovasculaires. Au regard de l'ampleur de la situation, le Togo veut renforcer sa lutte contre la maladie. Le pays va donc mettre en place un cadre institutionnel national de coordination et de gestion de lutte contre le cancer. Plus de détails avec Bernard Cambi. L'ignorance des facteurs de risque du cancer, l'inadéquation du système de santé pour y faire face explique entre autres la charge de la morbimortalité du cancer au Togo. Dans le but de ne pas laisser propager la maladie, le gouvernement crée un Conseil national de lutte contre le cancer. Ce conseil vise à renforcer la coordination des efforts déjà entrepris.
En effet, ce conseil aura pour mission d'orienter et de coordonner les différentes initiatives déjà mises en place et d'améliorer la mobilisation des ressources. Parmi les actions déjà entreprises au Togo dans la lutte contre la maladie, l'on peut citer entre autres la création de l'Institut national du cancer, l'élaboration d'un plan national de lutte contre la maladie, l'élaboration d'un plan national spécifique pour le cancer du col de l'utérus et surtout la mise en place d'un registre des cancers. Pour rappel, le Togo a recensé en 2022 plus de 7000 nouveaux cas. Par ailleurs, selon l'OMS, au niveau mondial, l'Afrique enregistre chaque année environ 1,1 million de nouveaux cas de cancer, entraînant jusqu'à 700 000 décès. La page internationale à présent en Sierra Leone, le projet 1808, un festival annuel dédié aux sciences et au leadership, offre à la fois des opportunités d'apprentissage et une plateforme pour développer des compétences en leadership et discuter de sujets importants tels que la sécurité alimentaire et le développement de carrière. Reportage. Un festival annuel de sciences et de leadership participe à la formation des jeunes en Sierra Leone. Ces 7 dernières années, le projet 1808 a lieu à Kabala, dans le district de Kwanadougou, au nord du pays. Ce que nous essayons de faire dans un endroit comme celui-ci, c'est de proposer des opportunités et de la motivation. Car pour un être humain, qu'il vienne d'un milieu riche ou pauvre, d'un endroit développé ou moins développé, la chose la plus importante qui le fera avancer dans la vie est l'opportunité et la motivation. Une motivation qui a permis déjà à plusieurs jeunes Sierra-Léonais de tracer leur sillon. Plusieurs d'entre eux ont intégré l'université et décroché un emploi. Les sessions du Festival des sciences et du leadership ont été axées sur la résilience climatique, le leadership, la toxicomanie et l'emploi, entre autres. Des panels ont été dédiés aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie, aux arts et aux mathématiques. Avec un peu plus de 500 délégués cette année, le festival est devenu une composante à part entière de la communauté. Oumoukecho Jalo fait partie de nombreux jeunes qui bénéficient de cette initiative. Le projet 1808 a vraiment changé ma vie en ce qui concerne la prise de parole en public. Dans le domaine de l'expression orale, j'étais très timide, je n'aimais pas parler. Mais quand je suis arrivé au projet 1808, ils m'ont dit que quand on est ici, il faut prendre la parole. Ils m'ont donc aidé. Pour nous, le plus important est de savoir à quel point c'est passionnant. Nous apprenons comment devenir de meilleurs citoyens du monde et comment nous pouvons contribuer encore mieux lors du prochain festival. Rebecca Kamara, étudiante à la Kabbalah Christian Secondary School, a assisté au festival pour la 2e fois et a participé aux séances de travail en petit comité. En ce qui concerne le festival, l'année dernière, j'ai appris ce qu'était le leadership et cette année, j'ai appris davantage de choses sur le leadership. Le leadership, c'est la capacité à diriger des gens. C'est une question de responsabilité et en tant que leader, vous devez aussi encourager les autres à poursuivre leurs propres désirs et à devenir des personnes formidables dans la société. Cette année, le festival a mis un accent sur la sécurité alimentaire, le développement de carrière, la culture et les arts, entre autres. En Zambie, une épidémie de choléra sévit, provoquant des centaines de décès et touchant des milliers de personnes. Malgré les mesures sanitaires renforcées par les autorités, la maladie persiste. Le président Hakainde Hichilema a lancé un appel à la population, les incitant à quitter les zones urbaines en raison du manque d'hygiène, favorisant ainsi la propagation du choléra. Plus de détails. Des centaines de personnes sont mortes et des milliers d'autres sont touchées par une terrible épidémie de choléra en Zambie. Devant le stade Eros de Lusaka, l'attente insoutenable des familles pour des nouvelles de leurs proches pris en charge dans ce centre aménagé pour les malades. Alors que les autorités avaient annoncé fin décembre un renforcement de la campagne sanitaire, les médias locaux font état de 351 décès et près de 9000 cas actifs dans le pays. Ils annoncent des noms ici et là, mais ils ne mentionnent pas mon neveu. Je ne sais pas ce qui se passe.
Je ne sais pas si mon neveu est mort, je ne sais même pas s'il a survécu. Lors de sa visite au centre, Sylvia Masebo, la ministre zambienne de la Santé, a exprimé sa compassion aux familles des victimes en conseillant aux proches de ne pas assister aux funérailles au risque de contracter la maladie. Je leur ai dit qu'ils ne pouvaient pas participer aux enterrements et qu'ils ne pouvaient pas organiser des funérailles chez eux. J'ai également dit au grand public de ne plus assister aux enterrements et d'éviter les funérailles, surtout si quelqu'un est mort du choléra, car ils risquent leur vie. Au départ, c'était un peu difficile à accepter, mais je peux vous dire que d'une manière générale, le message est passé. Jeudi dernier, le président Hakainde Hichilema a exhorté la population à quitter les villes pour s'installer dans les villages, estimant que le manque d'hygiène dans les zones urbaines très peuplées favorise la propagation du choléra. Et puis l'Égypte et la Chine ont appelé ce dimanche à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, alors que l'offensive d'Israël perdure depuis 100 jours. Les deux nations ont également demandé l'organisation d'un sommet international pour la paix visant à résoudre de manière équitable, complète et durable la question palestinienne. Reportage. Les ministres des Affaires étrangères égyptiens et chinois ont plaidé dimanche au Caire pour la cessation des bombardements israéliens dans la bande de Gaza et l'acheminement de l'aide humanitaire. Les deux pays militent pour une solution à deux États et ont appelé à un sommet international pour la paix afin de trouver une solution juste, entière et pérenne à la question palestinienne. La communauté internationale a accordé une grande attention au conflit actuel dans la bande de Gaza. Je me suis profondément entretenu avec le ministre Choukri et nous sommes parvenus à un large consensus. Nous publierons une déclaration commune sur la question palestinienne, mettant l'accent sur un cessez-le-feu immédiat et complet, la libération des otages et des détenus des deux côtés, la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies et l'établissement des mécanismes d'aide humanitaire pour faciliter l'exercice des fonctions de l'autorité palestinienne dans tous les territoires palestiniens. Le chef de la diplomatie égyptienne a lui insisté sur les efforts à mettre en place pour arrêter les attaques des Houthis en mer Rouge, une des conséquences majeures du conflit dans la bande de Gaza, a-t-il dit. La tension dans la mer Rouge et la violation de la liberté de navigation, intentionnellement ou accidentellement, sont toutes des choses qui prédisent l'expansion du conflit et l'entrée de la région dans un cercle vicieux d'escalade. Les attaques en mer Rouge ont contraint les navires commerciaux à emprunter un itinéraire plus long et plus coûteux, attisant les inquiétudes concernant l'inflation et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Ce dimanche, en Tunisie, a eu lieu la commémoration du 13e anniversaire de la révolution du jasmin, marquée par la chute de Ben Ali. Les partis politiques d'opposition et les organisations de défense des droits de l'homme du pays dénoncent un recul démocratique. Les manifestants appellent à la libération des prisonniers politiques et à la préservation des principes de la révolution. Plus de détails dans ce reportage. Les partis politiques d'opposition et les organisations de défense des droits de l'homme en Tunisie ont commémoré dimanche les 13 ans de la révolution de Jasmin ayant chassé du pouvoir l'ex-président Ben Ali le 14 janvier 2011. Il y a une répression qui affecte les partis politiques et les associations, rendant la participation publique aux manifestations faibles et décourageant l'engagement dans les activités civiles et politiques. Un état d'intimidation et de coercition est omniprésent parmi tous les Tunisiens à travers l'article 54 ciblant journalistes et blogueurs. Les manifestants ont brandi les photos des prisonniers politiques tout en appelant à leur libération. Pour les organisateurs, l'esprit de la révolution de 2011, qui a conduit au printemps arabe, est toujours présent dans les rues tunisiennes. La rue reste attachée à la révolution et à ses objectifs, inébranlable dans la poursuite de ses principes. Et la rue est déterminée à trouver une véritable solution pour la Tunisie qui la fasse passer du populisme à un véritable programme de réforme et de salut. 13 ans après ce printemps arabe, les acteurs politiques se souviennent encore de la chute de Ben Ali, une journée inoubliable, notamment pour le leader du Front populaire.
C'était la libération des Tunisiens de la tyrannie. Je me souviens que le jour où je rentrais chez moi, Ben Ali fouillait le pays en avion. Cette image n'a jamais quitté ma mémoire. Je rentrais chez moi et lui quittait le pays. Plus de 20 opposants sont emprisonnés depuis 10 mois pour complot contre la sécurité de l'État, sans aucune preuve, selon leurs avocats. Et puis, aux Comores, 338 000 personnes étaient appelées aux urnes ce dimanche pour élire le président de la République et les gouverneurs. La journée a été marquée par de nombreux dysfonctionnements, mais également par des accusations de fraude dénoncées par l'opposition. Reportage. Les esprits s'échauffent à Iconi, dans le sud-ouest de Grande Comore. Un homme clame à qui veut l'entendre que tout le monde peut voter sans même être inscrit dans ce bureau de vote et ne veut pas quitter les lieux. Les forces de l'ordre interviennent et le scrutin se poursuit. Houssen Alidi, 25 ans, diplômé en informatique, au chômage, s'est déplacé. Ici au Comores, il y a quasiment presque plus de routes, comme vous le voyez. Il y a des problèmes d'électricité, problèmes d'eau et problèmes de travail. À la mi-journée, la moitié des inscrits avaient ici voté. Une participation bien plus timide dans cet autre bureau de vote de Zilimadjou, un quartier du sud de Moroni, la capitale. Son président incrimine le mauvais temps. Pour les électeurs qui ont bravé la pluie comme cet homme, trouver son nom sur les listes électorales peut prendre beaucoup de temps. Ouais, là je suis rassuré. Je dois avouer également que les listes sont un tout petit peu éparpillées, donc on a un peu du mal à se retrouver. Beaucoup de bureaux de vote sur les 3 îles de l'archipel ont ouvert avec du retard, les urnes et le matériel électoral n'ayant pas été livrés à temps. L'opposition signale de tels dysfonctionnements dans certains de ses fiefs en particulier. Elle assure que ses assesseurs ont été empêchés d'observer la régularité du scrutin. Dimanche, en fin de journée, les 5 rivaux du président sortant Azali Assoumani dénoncent en conférence de presse des bourrages d'urnes et une fraude électorale organisée par le pouvoir en complicité avec l'armée. À partir de 13h, le processus est arrêté par l'armée comorienne. Il n'y a pas eu d'élection ce 14 janvier 2024 et cela avec un grand regret. Des accusations rejetées par le camp présidentiel. Azali Assoumani a lui voté serein dans sa ville natale de Mitsudje, à quelques kilomètres de Moroni. C'est les prières qu'on fait tous les jours pour qu'on gagne au peu tour, on gagne du temps, on gagne de l'argent, on évite aussi les problèmes. Mais c'est le peuple qui va choisir. Il espère en effet être réélu pour un 3e mandat au premier tour. Les résultats sont attendus au plus tôt ce lundi soir. C'est ainsi donc que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée.